La transcription, c'est un petit enfer. Voilà. On va donc commencer ce cours en deux parties. La première partie sera donc de la physio-respiratoire. Je vous le disais au début, c'est des notions que vous avez tous vues, mais que vous avez pour une bonne partie pas mal oubliées. Et sur la garde d'hier, avec Marianne, on a quand même évoqué un certain nombre de notions de physio-respi qui permettent vraiment de mieux comprendre, de mieux guider notre stratégie, notamment diagnostic, face à des hypoxémies ou des hypercapnies de patients. La première question que je voudrais vous poser, c'est quels sont les deux rôles de la ventilation? Tous en cœur. La décarboxylation et l'oxygénation. Et ce qui tue les malades, c'est l'hypoxémie, on est d'accord. La ventilation, c'est une fonction absolument archaïque, centrée même anatomiquement à la base de notre cerveau, puisque vous vous en rappelez, lorsque on passe en état de mort cérébrale, la dernière fonction à disparaître, c'est celle de la ventilation spontanée qu'on va tester avec l'épreuve dite d'hypercapnie, puisque la commande ventilatoire, elle se situe, la commande involontaire, elle se situe à quel endroit? Et ce niveau, mais pas plus particulièrement au niveau du tronc. Le tronc, c'est vaste comme zone. La commande ventilatoire, elle se situe. Ça, la conscience. Et puis, c'est un ensemble de faisceaux qui ne sont pas juste à un endroit. Non, en fait, la commande ventilatoire, c'est au niveau de la moelle allongée, donc la partie basse du tronc cérébral. Ce qui est particulier avec la commande ventilatoire, c'est qu'on a à la fois une commande involontaire au niveau de la moelle allongée qui est automatique au niveau du complexe dit Pré-Botzinger. Donc vraiment, une structure très très basse dans le cerveau. Vous savez que la mort cérébrale, c'est une extinction crânio-caudale des fonctions cérébrales. Et puis à la fois, il y a une commande volontaire. Vous êtes tous capables soit d'hyperventiler parce que vous le souhaitez, soit à l'inverse, de faire une apnée. Et ça, c'est du coup une commande corticale. Cette commande ventilatoire, elle passe donc par un moment où on demande un cycle ventilatoire et les effecteurs vont être à différents niveaux et on peut avoir une atteinte à chacun des niveaux de ces effecteurs. Avec notre moelle cervicale qui va faire cheminer un certain nombre de nerfs qui vont être nécessaires aux différents muscles qui vont être acteurs de cette inspiration et puis de l'expiration lorsque celle-ci est active, pour aboutir, entre autres, mais pas que, au nerf phrénique qui sort en dessous de C4, en dessous de C3. C'est pas juste en dessous de C4, il y a quelques rameaux qui viennent de C3, parfois que certains qui viennent de C5. Le nerf phrénique qui va aller jusque à nos coupoles diaphragmatiques, avec la jonction neuromusculaire qui peut être atteinte, et enfin le muscle lui-même qui peut être dysfonctionnel. Cette commande ventilatoire, elle va avoir tout un tas de rétrocontrôles, avec à la fois des rétrocontrôles mécaniques, on a des mécanorécepteurs au niveau de notre poumon, entraînant certains réflexes, notamment lors d'une inspiration profonde, lorsqu'on a un grand volume pulmonaire insufflé, qui peut entraîner une, une inhibition d'un cycle respiratoire après. Vous connaissez le nom de ce réflexe lorsqu'on a une surdistension thoracique? T'as une idée? Non. J'ai jamais entendu parler du réflexe d'Ehring-Brauer? Bon, eh bien, aujourd'hui, c'est le cas. Donc, vous surdistendez un peu le poumon et ça fait c'est par l'activation de ces mécanorécepteurs, on va baisser l'influx sur du rétrocontrôle en diminuant la commande ventilatoire. Et puis, vous avez des chémorécepteurs à l'oxygène, au pH, qui se situent au niveau de la crosse de la horte, des bulbes carotidiens, et qui vont faire que, bah, typiquement pour le pH, par le biais du CO2, qui diffuse librement, mais qui au final va modifier le pH, c'est le pH qui compte, c'est pas le CO2, au niveau bah, de la moelle allongée, entraîner une augmentation, une baisse de la commande ventilatoire. À ce sujet, j'ai un petit exemple qu'on avait eu à Sainte-Anne il y a quelques années maintenant, qui était un lymphome cérébral au niveau du tronc, qui entraînait localement une acidose,
et c'était au niveau de la partie basse du tronc cérébral. Vous savez que les tumeurs, elles arrivent à produire un environnement acide autour d'elles pour inhiber toute la réponse immunitaire qui pourrait les attaquer. Et donc ce lymphome cérébral entraînait localement une acidose qui était détectée par notre complexe Prepottinger, laissant penser à l'organisme qu'il y avait une acidose, ce qu'il n'y avait pas, entraînant une réponse avec une hyperventilation compensatoire. Donc en fait, on avait une alcalose respiratoire qui était liée à un lymphome qui localement générait un environnement acide. C'est un petit aparté, mais c'était intéressant. Euh, nos chémorécepteurs, tout ça vont avoir, donc tout ça c'est extrêmement finement régulé pour que notre pH soit le plus stable possible. Alors la mécanique ventilatoire, c'est important de la comprendre. Et on a un équilibre de pression qui va s'exercer entre à la fois la paroi thoracique articulée par rachis, côtes, muscles intercostaux qui ont naturellement tendance à s'expandre vers l'extérieur. La cage thoracique a naturellement tendance à s'expandre, et à la fois le parenchyme pulmonaire, de par son contenu en élastine, tissu de soutien, tissu conjonctif, a naturellement tendance, le parenchyme pulmonaire, lui, à se ratatiner sur lui-même. Et donc c'est cet équilibre de pression avec la paroi qui va exercer une pression vers l'extérieur et le parenchyme pulmonaire une pression vers l'extérieur, qui fait qu'on a, au niveau de l'espace pleural qui est virtuel, une pression qui est négative. Et la pression n'est pas négative de façon homogène dans l'espace pleural. Il y a la gravité qui joue là-dedans. Elle est plus négative à l'apex et moins négative au niveau de la base. Et ça nous permet de comprendre, nous, au déchocage, que quand on a une plaie à l'arme blanche, bon, je parlais plus de la plaie à l'arme blanche que de la plaie balistique, mais quand on a une effraction pleurale ou alors la pose d'un cathéter veineux central, on n'est pas obligé de faire une brèche du tissu pulmonaire, même si, comme on l'a dit, c'est un espace virtuel. Donc, en fait, à partir du moment où vous avez un objet contondant qui va passer la plèvre pariétale, la plèvre viscérale, elle n'est pas loin. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il suffit qu'il y ait une communication entre l'extérieur et l'espace pleural pour que, du fait de la pression pleurale négative, il y ait de l'air qui vienne automatiquement. Et comme le poumon a naturellement tendance à se rétracter sur lui-même, ça explique que le poumon se ratatine et qu'on ait un pneumo qui se génère. Lorsqu'on inspire, on génère donc une pression pleurale négative. J'ose espérer que ça, c'est limpide. Ce qui fait qu'on a un flux d'air, c'est qu'on a une différence de pression. Si on n'a pas de différence de pression, il n'y a pas de flux d'air. Quand on est au repos, avec la bouche ouverte, les cordes vocales ouvertes, les muscles inspiratoires et expiratoires qui sont au repos, on a une communication entre l'atmosphère et nos alvéoles et on a un équilibre de pression. Donc la pression qui règne dans nos alvéoles, nous, au repos, elle est au niveau de la pression atmosphérique. Quel est le volume pulmonaire qu'on a à ce moment-là dans le poumon? Comment il s'appelle ce volume pulmonaire de repos quand on n'active aucun muscle? Non. Le volume résiduel, c'est quoi? C'est à la fin d'une expiration forcée. C'est un volume qui n'est pas mobilisable. Là, on parle de... Le volume courant, c'est le volume qu'on mobilise lors de l'inspiration et de l'expiration. La CRF, tout le monde parle de CRF. C'est ça la CRF, capacité résiduelle fonctionnelle, hein. C'est le volume qui va rester dans le poumon lorsqu'on n'active aucun muscle. Alors bon, donnez-moi chacun donne-moi un muscle inspiratoire. Facile. Donne-moi un autre muscle inspiratoire. OK. Un autre. Quand tu es en détresse respiratoire, qu'est-ce que tu vois? Donc c'est quoi par exemple? Ok, le sternocleidomastoïdien, Yasmine, un autre muscle qu'on active lors de l'inspiration. On rentre dedans. Alors, lors de l'inspiration, scalène, on peut utiliser peut-être un peu aussi les trapèzes. Bon, ok. Et lors de l'expiration, en physiologie, l'expiration, elle est passive. Et lorsqu'on a une demande ventilatoire qui est exacerbée, parce qu'on fait un exercice physique, parce qu'on a un trouble ventilatoire obstructif, parce qu'on a une demande ventilatoire qui est importante, on va pouvoir mettre en jeu des muscles expiratoires, parmi lesquels
les muscles de la ceinture abdominale, fondamentales, notamment pour la toux. Ça, c'est important de le retenir évidemment pour nos blessés médulaires. Et puis un autre muscle expiratoire intéressant, les intercostaux internes. Ok. Et dans tout ça, vous ne m'avez pas parlé des muscles des voies aériennes supérieures. Pourtant, ils sont importants. Ils ont d'autant plus d'importance chez nos patients qui sont neurolésés. On peut avoir une asynchronie entre les muscles inspiratoires et les muscles qui entraînent la dilatation des voies aériennes supérieures au niveau pharyngé. C'est entre autres les paires crâniennes, la 11e, la 9e, qui doivent jouer dans cette histoire-là. La 10e, bien sûr, puisque ben, c'est les cordes vocales, hein. Et donc, il y a une nécessité de coordonner avec les muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures. Et ça peut être cause d'échec d'extubation. Je pense notamment, Yasmine, à la jeune patiente qui avait cette rupture de mave postérieure, qui avait présenté cette détresse respiratoire lors de l'extubation, qui était en lien, non pas tellement avec un œdème local, mais avec cette hypotonie au niveau des muscles dilatateurs des voies aériennes supérieures. C'est vraiment quelque chose qu'on voit régulièrement. Alors le diaphragme, je passe vite là-dessus, mais retenons quand même que c'est une périphérie musculaire et un centre fibreux, et que le rôle du diaphragme, c'est vraiment d'augmenter le diamètre de la cage thoracique. Pour générer cette dépression, il faut augmenter le volume de la cage thoracique. Donc le mouvement physiologique du diaphragme, c'est un mouvement qui va du haut vers le bas. Vous avez tous fait de l'échographie diaphragmatique? Non, bah, faut s'y mettre un peu, hein. C'est vraiment utile. Voir la mécanique diaphragmatique, qui n'est d'ailleurs pas la même d'un côté que de l'autre. Chez nos patients traumatisés, on a régulièrement des dysfonctions diaphragmatiques de plein de natures et de plein d'étiologies possibles. Donc, on a vraiment un mouvement qui est du haut vers le bas. Et ça nous amène aux patients qui ont des troubles ventilateurs obstructifs, qui ont de l'emphysème pulmonaire et des thorax qui sont distendus. C'est quoi le signe clinique de la faillite diaphragmatique lorsque le thorax est déjà distendu, le diaphragme est déjà aplati? Alors, le balancement thoraco-abdominal, c'est une chose. La respiration abdominale paradoxale, c'est autre chose, mais c'est en lien avec la faillite diaphragmatique. C'est quoi? Décris-nous la respiration abdominale paradoxale. Ça, c'est normal ou c'est pas normal? Ouais, en fait, c'est que l'abdomen va rentrer lors de l'inspiration. Le diaphragme n'arrivant pas à faire son job de s'abaisser, refoulant les viscères, c'est les muscles plutôt au niveau ben, intercostaux et sus-claviculaires qui vont être activés. Et là, on va avoir un abdomen qui rentre lors de l'inspiration, ce qui n'est pas normal. Non, je pensais au signe quand on a la base. Ah, voilà, le signe de Hoover, la sémiologie, on revient à la base de la médecine. Le signe de Hoover, qui est la diminution du diamètre au niveau basi-thoracique, témoignant d'une faillite diaphragmatique, un diaphragme qui est déjà aplati, qui ne peut pas faire son rôle de mouvement du haut vers le bas, et qui, lorsqu'il se contracte du fait de la périphérie musculeuse et du centre fibreux, va en fait entraîner une diminution du diamètre de la cage thoracique. Donc, on apprend énormément de choses en regardant un patient respirer. Sa posture, les muscles qu'il met en jeu, comment se comporte l'abdomen, se mettre au pied du lit d'un malade hier quand on a mis le patient sur le ventre et qu'on voyait plus du tout de glissement pleural, se mettre au pied du lit du malade et regarder le thorax, comment est-ce qu'il se soulève, regarder les muscles, lesquels sont activés. On apprend énormément de choses. Et un dernier mot sur le diaphragme, il y a différentes fibres musculaires et des fibres qui sont faites pour travailler longtemps, mais qui ne sont pas capables de générer une puissance importante, et des fibres qui sont capables de travailler peu de temps, mais qui génèrent une puissance importante. Et ça, c'est aussi important parce que le diaphragme, il est fait pour respirer. Les muscles respiratoires dits accessoires ne sont pas faits pour être mis en jeu en permanence, et on a une fatigabilité de ces muscles beaucoup plus importante puisqu'ils ont moins ces fibres de contraction lente peu fatigables. Rappelons aussi le temps alloué aux différentes phases du cycle ventilatoire. On met plus de temps pour inspirer ou pour expirer? Expirer. C'est pour ça qu'en réanimation, au bloc opératoire, on règle le temps I sur E avec classiquement un réglage qui est de... Alors quand on dit 1 pour 2, ça veut dire quoi?
Ok. C'est comme si on répartissait le cycle inspiration-expiration, enfin insufflation-expiration, en 3 temps. Un temps pour l'insufflation, 2 temps pour l'expiration. Dans quelles circonstances est-ce qu'on va être amené à allonger le temps expiratoire? Les troubles ventilateurs obstructifs, ok. Et comment est-ce qu'on va pouvoir voir sur notre respirateur que le patient a un trouble ventilateur obstructif? Comment vous voyez qu'il y a de l'autopep? Et quelle ligne? Il y en a plein de lignes. De volume, de débit, de pression. Elle revient à zéro des fois? On fait une pause expi et on voit. On peut faire une pause expi et qu'est-ce qu'on va voir? On va voir une augmentation de la pression expirée positive, donc avec un delta entre la PEP qu'on administre et celle, la PEP totale. Ok. Si le patient ne fait pas d'effort. Ok, ça on est d'accord, c'est une façon de faire. Mais si on ne faisait pas cette pause expi, parce que souvent sur respirateur d'anesthésie, on n'a pas la possibilité, ou alors c'est pas évident de faire une pause expiratoire. Eh oui. Oui, qu'elle ne revient pas à zéro. La courbe de débit expiratoire qui ne revient pas à zéro. L'aspect de la courbe de débit, hein, parfois, on s'attend à avoir un beau triangle, comme c'est le cas actuellement chez notre patient à 209, mais parfois, on n'a pas du tout un beau triangle. On a, bon, je dessinerai ça après, on a un début qui commence très vite, et puis rapidement, la pente prend une inclinaison beaucoup plus faible, hein, témoignant souvent d'un collapsus dynamique des bronchioles. Bon, ça, c'est des arguments en faveur d'un trouble de la vidange alvéolaire. Tout ça pour revenir à notre cycle respiratoire, il faut laisser plus de temps à l'expiration qu'à l'insufflation. Bon, ça, vous l'avez vu 1000 fois, mais vous voyez, de voir 1001 fois ne fait pas de mal. Voilà, donc on se rappelle que l'inspiration, c'est une pression pleurale qui est négative, et ça, c'est assez fondamental lorsqu'on s'intéresse notamment aux interactions cœur-poumon. Le fait de changer de régime de pression thoracique change énormément de choses. On va avancer un petit peu maintenant avec la physiologie des échanges gazeux. Pareil, c'est des choses que vous avez vues, mais alors c'était Cochin quand je faisais le cours au Val-de-Grâce, mais enfin, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. On va se repositionner à Mont-d'Or, où on a une pression atmosphérique qui peut s'exprimer de différentes façons. On l'évoquait hier, on va reprendre ce qu'on a discuté ensemble hier. Cette pression atmosphérique peut être calculée en bar, en hectopascal, en millimètres de mercure. On va donc réfléchir, nous, en millimètres de mercure, parce qu'en médecine, c'est comme ça que ça marche. Ce qui m'amène à vous poser la question de pourquoi, pour évaluer une quantité de gaz, que ce soit de l'oxygène, du CO2, dans un gaz du sang, on a une mesure qui est avec une unité en millimètres de mercure. Qu'est-ce que c'est qu'une pression partielle? Ça me plaît bien. Pression partielle, c'est une fraction de la pression totale. La pression totale, c'est finalement une pression atmosphérique, dans ce qui nous concerne là, parce qu'on n'est pas dans un caisson hyperbare où on est bon, tout court, voilà. Donc ça, c'est une pression partielle. Alors, en quoi est-ce que pourquoi est-ce qu'on l'exprime en millimètres de mercure et pourquoi est-ce que ça nous renseigne sur une quantité finalement? Parce que dans un gaz du sang, on mesure de l'oxygène, du CO2, mais on est d'accord qu'ils ne sont pas sous forme gazeuse à ce moment-là? Non, ils sont sous forme comment? Ce qu'on mesure? OK. Ce qu'on mesure, c'est de l'oxygène dissous dans le sang et du CO2 dissous dans le sang. Ce qui d'ailleurs ne correspond pas à la quantité totale d'oxygène présente dans le sang d'un malade, hein? Et ça, on va revenir après sur le contenu artériel en oxygène. Et d'ailleurs sur les déterminants comment est transporté le CO2, puisqu'il y a une fraction du CO2 qui est transportée sous forme dissoute, mais c'est de loin pas la majeure partie du CO2 qui est transportée sous forme dissoute, ou du moins sous une autre forme. Bref, pourquoi? Est-ce que ça représente une quantité? Eh ben, c'est la quantité dissoute de ces gaz s'ils étaient actuellement sous forme dissoute, s'ils étaient sous forme gazeuse, ils généreraient une pression. C'est la pression qu'on mesure en millimètres de mercure.
On en revient à notre pression atmosphérique, 760 mm de mercure. On va inspirer un gaz qui est composé d'azote à la hauteur de quel pourcentage? Ouais, pas loin. OK, quoi d'autre? Oxygène, très bien. Et puis le CO2, peanuts. Ça, c'est dans l'air qu'on inspire. Quand on arrive au niveau de l'alvéole, qu'est-ce qu'il y a au niveau de l'arbre respiratoire, avant la 16e division bronchique, autrement dit avant que les échanges ne commencent, qu'est-ce qu'on va rajouter? De l'eau, absolument, saturée à 100%. Hein, l'air, au niveau de notre système respiratoire, il est censé être saturé à 100%. C'est l'objectif de... Qu'est-ce qu'on rajoute pour que l'air des patients, des humidificateurs chauffants ou des filtres dits humidificateurs et chauffeurs? OK. Euh, Tu disais, la pression partielle, c'est une fraction des gaz inspirés. Ben, les gaz inspirés, comment est-ce qu'on fait pour savoir quelle est la quantité qu'on inspire? C'est tout simple, c'est la pression atmosphérique multipliée par la fraction inspirée de l'oxygène. Au sommet du Mont Blanc, la fraction inspirée d'oxygène, elle est de... C'est la même chose, c'est juste la pression atmosphérique qui diminue. Merci. La fraction inspirée en oxygène au sommet du Mont Blanc, au sommet de l'Everest, elle est de 21%. La quantité de matière, la quantité de molécules, elle est différente parce que la pression atmosphérique est différente. Et donc, effectivement, la pression partielle, là, pour le coup, sera effectivement plus basse. Donc, pour notre pression inspirée en oxygène, on a 21% d'oxygène que multiplie la pression atmosphérique auquel on soustrait la pression partielle liée à l'eau qui est dissoute pardon, sous forme gazeuse saturée à 100%, ça correspond à 47 mm de mercure. Ça fait que à 21% de FiO2 et à pression atmosphérique, la pression inspirée maximale en oxygène qu'on peut recevoir est de 150 mm de mercure. On est d'accord? Donc on a dans notre système respiratoire 555 mm de mercure d'azote, 150 mm de mercure d'oxygène, quasiment pas de millimètres de mercure de CO2 et 47 mm de mercure de flotte. Ça, c'est jusqu'à ce qu'on arrive au niveau des zones d'échange. Donc là, on est encore au niveau de ce qu'on appelle de... Il n'y a pas encore eu d'échange. OK. L'espacement, rappelez-moi la définition. Des zones qui sont ventilées, qui ne sont pas perfusées. Excellent. Puis ensuite, on va arriver au niveau de nos alvéoles. Et au niveau de nos alvéoles, qu'est-ce qui va se rajouter? Le CO2. Et il arrive vite dans l'alvéole, le CO2? Oui, parce que ça diffuse très bien. Le CO2, ça diffuse très bien. Et vous savez qu'il y a un lien qui relie l'oxygène et le CO2. Ici, c'est la P grand AO2, la pression partielle alvéolaire en oxygène. Elle est liée à la pression partielle alvéolaire en CO2 par le biais de ce fameux QR. Rappelez-moi ce que c'est que le QR. Quotient respiratoire. Et comment est-ce qu'il change ce quotient respiratoire? Pourquoi est-ce qu'il varie entre potentiellement 0,7 à 1? Et quel est le quotient respiratoire normal chez vous et chez moi? 0,8, ouais. Et comment est-ce qu'il peut varier? Bah, il dépend du type de substrat énergétique qu'on prend, selon qu'on a une alimentation très riche en hydrates de carbone, donc en sucre, ou très riche en lipides. On aura un quotient respiratoire qui ira de 0,7 à 1, au point où ils se sont posé la question chez les patients qui ont des troubles ventilateurs obstructifs, qui sont hypercapniques, savoir s'il ne fallait pas leur faire un régime alimentaire très riche en lipides pour que le quotient respiratoire soit moins favorable à la production de CO2. Autrement dit, que pour une consommation d'oxygène donnée, la quantité de CO2 produite soit un peu inférieure. Je crois que ça ne marche pas. Donc, en physiologie, à pression atmosphérique et en 21% de FiO2, on a 150 mm de mercure de pression inspirée en oxygène. On va devoir retirer un peu plus que 40 mm de mercure lié au CO2 qui va très rapidement diffuser au niveau de notre alvéole pour avoir un équilibre des gaz au niveau de notre alvéole avec de l'azote en grande majorité, de l'oxygène à 110 mm de mercure et 40 mm de mercure de CO2 avec toujours notre eau qui est là. Donc finalement, on va avoir un équilibre qui va s'exercer entre les pressions partielles dans notre alvéole et au niveau du sang, avec une petite barrière qui va entraîner quand même un petit gradient. C'est quoi?
Coefficient de diffusion. Voilà, il va y avoir la diffusion n'est pas forcément parfaite. Pour ce qui est du CO2, ça diffuse vraiment bien. L'oxygène, ça diffuse pas mal. Mais il est classique de savoir que quand on est âgé, on a une diffusion qui est un peu moins bonne et que donc la pression, la P petit a O2 d'un sujet âgé, typiquement de 70 ans, n'est pas la même que celle de vous qui êtes jeune et avec un poumon en bonne santé parce que vous ne fumez pas. Et je ne dis pas ça parce que je vois 2 paquets de cigarettes sur la table. Voilà, c'est juste pour vous dire qu'on a le coefficient de diffusion qui peut être un élément important. Ce qui nous amène, voilà, où est-ce qu'elles sont marquées? Aux psychoses de l'hypoxémie. Ah, pour ceux qui sont passés à la Boisière, je vois Marianne qui existe un petit sourire. Bah, tu termineras, tu donneras la dernière cause des psychoses de l'hypoxémie. Pour ceux qui n'ont pas encore parlé, Guillaume, une cause d'hypoxémie. Une cause d'hypoxémie. Alors, on parle de causes physiologiques d'hypoxémie. Ce n'est pas la pneumopathie ou le pneumothorax. C'est des causes physiologiques d'hypoxémie. Alors, ok, très bien. Non, je ne veux pas forcément commencer par ça, mais c'est une des 6 causes d'hypoxémie. Trouble de la diffusion. Une autre cause d'hypoxémie. Effet Chant. Ah, voilà. Les anomalies des rapports ventilation-perfusion avec l'effet Chant, c'est la première cause en termes de fréquence. Excellent. Une autre cause d'hypoxémie, Louise. Le chien de vrai, sublime. Le chien de vrai, par exemple. Partie Ah, ça, c'est de l'effet Chant. Le chien de vrai, c'est le shunt droite-gauche, la réouverture d'un FOP, par exemple. Une communication interventriculaire qui n'a pas été opérée, du shunt sur un patient cirrhotique, du shunt intrapulmonaire aussi, on peut envisager. OK, très bien. D'autres causes? Qu'est-ce qui n'a pas parlé? Une autre cause d'hypoxémie. Ça entraîne des causes physiologiques. Est-ce que ça donne de l'hypoxémie? L'anémie, tu as raison, c'est important parce que c'est un des déterminants du contenu artériel en oxygène. Mais ça entraîne plutôt de l'hypoxie. Hein, entendu. Parce que si tu n'as pas beaucoup d'hémoglobine, l'hémoglobine, elle a le droit d'être convenablement saturée en oxygène, tu vois. Encore une autre cause, allez-y. Ah, l'effet basse PVO2, très bien. Marianne, décris-nous comment expliquer à quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de l'effet basse PVO2. Tout le monde en a entendu parler. Formidable. Bah, rappel à la communauté ici présente l'effet basse PVO2. Je sais pas si ça va. J'ai confiance, vas-y. Avec une diminution du débit cardiaque. Ça commence par ça. Une baisse du débit cardiaque. Il va rester en oxygène en fait. Au fur et à mesure que la phrase avance, le volume s'amenuise. Allez, vous avez le droit de lui filer un coup de main. Du coup, c'est seulement l'extension tissulaire. Alors, elle augmente. En tout cas, on va imaginer une extraction tissulaire qui est constante, donc un tissu qui continue d'extraire de l'oxygène, ouais. Du coup, le sang, il est encore plus désoxygéné. Il arrive au niveau du cœur droit et des poumons, il arrive très désoxygéné. Du coup, Alors qu'en temps normal, la saturation veineuse en oxygène, elle est de l'ordre de... Ouais. Et la saturation veineuse centrale, enfin, la SVCO2, c'est ce que tu dis. La SVO2, elle est plutôt aux alentours de 65. Vous mettiez des swannes encore? oui. Ah, formidable, on le savait. OK. Donc, on a du sang très désoxygéné qui arrive au niveau du poumon. Ensuite, ah, d'une façon ou d'une autre, il va falloir qu'il y ait du shunt. Ouais, ouais. Donc, il y a des zones avec un peu de shunt. Du shunt qui, jusque-là, parlait pas énormément. Parce que, il y avait des zones qui étaient un peu mal ventilées. Le patient, il avait 96, 97 de SAT.
Bon, ça n'était pas tellement parlant, mais il y a des petites zones de chainte. Le poumon, il est hétérogène, et en particulier, c'est ce qu'on disait hier, avec la mamie qui a la fracture du col du fémur, qui est restée 12 heures allongée au sol, qui avait pris son IEC et son furosémide auparavant, qui arrive avec la langue rôtie, qui a eu une fracture du col fémoral avec un petit hématome au niveau du foyer fracturaire, qui est resté à jeun pendant 48-72 heures dans le service d'orthopédie, parce que tous les jours, on lui dit qu'il va passer au bloc opératoire, et toujours, il y a d'autres urgences. Ring the bell, ça sonne des situations plausibles, ça. Voilà, elle était restée, même si elle n'est pas grosse, elle est restée sur le côté gauche, donc elle s'est un petit peu atérectasié le poumon. Elle est restée allongée parfaitement dans son lit, puis elle avait mal, donc elle hypoventilait un peu, puis on lui a filé un peu de morphine, qu'elle hypoventilait un peu aussi. Et puis elle arrive au bloc opératoire, enfin, on va l'endormir, alors on va y aller précautionneusement, mais on va lui mettre un peu de propofol, et puis qu'est-ce qu'on va observer à l'induction anesthésique? Une belle vasoplégie, une belle diminution du retour veineux chez une patiente qui avait déjà un volume plasmatique qui était pas mal diminué. Et puis, alors elle avait une saturation en neuromyo qui était à 97, on va démasquer une profonde hypoxémie à ce moment-là. Vous avez vécu cette situation ou non? Bon. Et alors, chez elle, ben, elle avait le poumon qui était un petit peu atectasié. Il y avait un peu de chainte. Et donc, on a du sang très désoxygéné qui va arriver du fait de l'induction anesthésique, entraînement une vasoplégie avec une diminution du sang dans le secteur contraint. On baisse le retour veineux, ce d'autant qu'on la place en ventilation en pression positive, ce qui a aggravé plus encore la baisse du retour veineux. On a du sang très désoxygéné qui arrive au niveau de ces quelques zones du poumon qui étaient un peu, euh, un peu condensés, un peu atélectasiés, qui ne vont pas pouvoir se faire réoxygéner convenablement parce que le gap entre la SVO2 très basse et une saturation à 100% est trop important dans ces alvéoles qui sont un peu mal ventilés, qui va se mélanger avec du sang qui lui est convenablement oxygéné. Il suffit d'assez peu de sang très désoxygéné pour entraîner une hypoxémie. Le traitement, c'est pas d'augmenter la FiO2, c'est de restaurer un débit cardiaque normal, une SVO2 normale. Donc on va vasoconstricter la malade, elle aura un peu de baby noradrénaline, on va la remplir avec bicrystalline parce qu'il y avait une composante d'hypovolémie qui était associée. On va restaurer un débit cardiaque, une SVO2 qui est meilleure, et à ce moment-là, sans rien avoir touché sur la FiO2, et ça c'est un exemple qu'on peut souvent faire au bloc opératoire, la patiente resature. C'est l'effet basse PVO2. On aura le droit d'appeler effet basse SVO2 finalement. Ok. Et une dernière cause que je ne vous ai pas entendu dire, mais qui est moins fréquente, l'hypoxémie. Non, parce que ça va donner de l'effet chinte, pareil, ou de Ah, bah, il y a deux causes que vous n'avez pas dites. Ouais, la baisse de la PiO2. La baisse de la PiO2, l'altitude, hein, sans forcément étouffer quelqu'un, l'altitude. Et une autre cause d'hypoxémie que vous ne m'avez pas donnée. Allez le dire? Ok, c'est bon. L'hypoventilation alvéolaire, bien sûr. Et alors, comment vous expliquez que l'hypoventilation alvéolaire entraîne de l'hypoxémie? Hmm, exactement. On a, on est à pression atmosphérique. La quantité d'azote qui est dans notre alvéole, elle ne va pas diffuser plus. Si vous avez plus de CO2, c'est au détriment de l'oxygène. Et donc, mais ça, c'est assez sensible à un apport en oxygène. Vous apportez un petit peu d'oxygène, finalement, c'est assez sensible. Et donc, bah, ça nous permet de revenir à hier, quand tu es venu me voir, tu me posais la question, mais alors pourquoi est-ce qu'on dit PaO2 plus PCO2 inférieur à 120, c'est de l'effet Chant? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous avez entendu cette phrase-là? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Alors, ouais, mais surtout, pourquoi est-ce que c'est faux? La seule chose que ça nous dit, PaO2 plus PCO2 inférieur à 120, c'est juste que la cause de l'hypoxémie n'est pas de l'hypoventilation alvéolaire. Ça peut être toutes les 5 autres causes qu'on vous a données, elles peuvent donner ce PO2 plus PCO2 inférieur à 120. Par exemple, l'altitude, c'est un très bon exemple de ça. Vous avez une PCO2 qui est hyper basse parce qu'on hyperventile et une PO2 qui est basse. Donc, ce n'est pas de l'effet Chant. PO2 plus PCO2 inférieur à 120, c'est juste que la cause d'hypoxémie est liée à peut-être 5 causes d'hypoxémie, sauf l'hypoventilation alvéolaire.
Ok, donc ça c'est important parce que finalement, quand on est face à un patient hypoxémique, eh ben, il est utile de se rappeler ces 6 causes d'hypoxémie. Et hier, quand on était avec notre patient qui a ces grosses condensations bibasales, avec cette pneumopathie à staph, cette grosse contusion pulmonaire, ce poumon qui est très abîmé par son traumatisme thoracique, et qui développe une hyperthermie à 40 alors qu'on le maintenait normotherme auparavant. On constate un érythmisme cardiaque très, très important. On regarde le patient, on voit le péristaltisme, enfin, je ne sais pas si on a le droit de dire péristaltisme pour le cœur. On va dire l'érythmisme cardiaque avec tout le thorax qui bouge. On voit d'ailleurs sur la courbe du respi de pression la transmission de ce signal de l'ondée systolique. Et le patient devient plus hypoxémique. Et donc, quelle est la cause d'hypoxémie chez ce malade-là, la plus probable? Et comment se fait-il qu'à ce moment-là, il serait plus marqué? Il majeure son débit cardiaque, il va plus perfuser. En fait, c'est qu'une question de proportion. Si proportionnellement, il perfuse plus les zones qui sont chantantes, il va développer plus d'hypoxémie. S'il augmente son débit cardiaque, mais que la proportion de chantes reste identique, ça ne change rien. Mais c'est que comme ces zones sont les plus postérieures, la gravité faisant que le sang, c'est les zones de West, hein, ça nous amène à parler des zones de West. La gravité fait qu'on va plus perfuser les zones les plus basales, c'est les zones dites 3 de West, avec la pression alvéolaire qui est supérieure à la pression vénulaire qui est supérieure à la pression euh, alvéolaire. Je pense que j'ai dit 2 fois alvéolaire, mais le premier c'est artériolaire. Alors que les zones 1 de ouest, c'est quoi? Voilà, et donc ça va générer plutôt de l'espacement. Ça donne de l'hypoxémie, l'espacement? Oui, hypercapnie. Ouais, absolument. Ok, représenté autrement, ça c'est issu de la petite Bible rouge, hein, le John B. West, physiologie respiratoire, impératif à avoir dans votre bibliothèque, hein. Le John B. West, il faut le lire, le relire et le relire. Ok, alors un petit mot quand même sur la pertinence de la PaO2 avant d'en finir sur cette première partie de physiologie respiratoire. Quand on fait un gaz du sang, est-ce que c'est la PO2 qui nous intéresse? Pourquoi passe-t-on notre temps à entendre parler de rapport PSURF? Ah, si, vous avez une idée quand même. Bah, c'est pas pareil d'avoir 100 de PaO2 en 100% de FiO2. Bon, non. On est d'accord. Mais pourquoi plutôt la PO2 que la SaO2? Parce que là, on emmerde le malade avec un gaz du sang quand même. Parce que c'est plutôt un reflet, la PaO2, elle a un reflet direct sur la fonction respiratoire et l'hématose, c'est-à-dire ton poumon, alors que la saturation, déjà, elle va dépendre de plusieurs choses, de l'acidose, enfin, la saturation, et puis en plus au doigt, c'est moins bon, en fait, ça peut dépendre aussi du débit, etc. Mais si tu regardes, je veux dire, sur un bilan de gaz du sang, saturation artérielle en O2, ou... Je me pose la question de quel est le bon paramètre à évaluer pour savoir si un patient est hypoxémique ou non. Est-ce qu'on va embêter le patient en faisant un gaz du sang pour avoir une PaO2 qui sera peut-être un reflet très fiable de son oxygénation ou est-ce que un signal de saturation pulsée en oxygène nous convient? Ok. Donc finalement, la saturation répond à la question le patient est-il hypoxémique, oui ou non? Parce que dans les déterminants du contenu artériel en oxygène, vous le connaissez par cœur ce truc-là, hein, le contenu artériel en oxygène, c'est à la fois l'oxygène qui est lié à l'hémoglobine, c'est-à-dire la quantité d'hémoglobine, la saturation de cette hémoglobine en oxygène et le fameux POHB. C'est quoi le POHB? Ok, qui correspond à quoi? À FX et oxygène. Absolument. Ok, donc ça, c'est la quantité d'oxygène qui est liée à l'hémoglobine. Très bien. Et puis, on additionne à ça l'oxygène qui est dit dissous. Hein, dans le sang, il y a l'oxygène qui est lié à l'hémoglobine. Il est sous 2 formes, l'oxygène, à la fois dissous et à la fois lié à l'hémoglobine. Donc, on additionne l'oxygène dissous. L'oxygène dissous, c'est la pression partielle artérielle en oxygène multipliée par le coefficient de dissolution de l'oxygène dans le sang, qui est ce fameux facteur de 0,003. Donc, en termes de pertinence, quelle que soit la valeur de PaO2, en termes de pertinence et de contenu artériel en oxygène, finalement, la PaO2, c'est peanuts.
Alors, pourquoi continue-t-on de parler de la PO2? C'est ça tout à l'heure, mais c'est pour refléter la gravité plutôt de la situation. Enfin, Parce qu'une saturation basse ne reflète pas la gravité? Ça la dépend des forme des pulmonaire. Est-ce que la... Indépendant de l'hémoglobine. Oui, la saturation de la même façon. Tu as 4 d'hémoglobine, tu as toujours 100% de ça. Et ça dépend. Enfin, la PaO2 va dépendre aussi de la pression inspirée en oxygène en fonction de. De la même façon, la saturation va baisser si la pression inspirée en oxygène. Les psychoses d'hypoxémie, c'est psychose de désaturation. Alors ça, je veux mieux acheter ça. C'est simplement que pour comparer des malades, il est plus facile de comparer une valeur qui évolue, qui peut changer physiologiquement de l'ordre de 500 sur des PO2 extrêmes en 100% de FiO2 quand on a un poumon qui est sain, à 40 quand on n'a vraiment pas beaucoup de PO2, versus donc un facteur de 10 fois 10, versus une saturation qui va de 100% à 80% quand ça va pas très très bien. Donc c'est de 20 points et non pas de multiplié par 10. Donc la différence est plus parlante. Mais ce qui compte pour un malade, donc si la question est mon patient est-il hypoxémique, en dehors de situations exceptionnelles où la saturation pulsée en oxygène ne reflète pas la saturation artérielle en oxygène. Qu'est-ce que vous connaissez comme situation de cette nature? Intoxication au monoxyde de carbone. Ils ont une vasoconstriction périphérique. Alors bien sûr, un trouble du signal, la méthémoglobinémie, et enfin une fausse saturation basse qu'on peut voir au bloc opératoire. Le vert d'indocyanine, ça peut, et puis un autre, c'est le bleu de méthylène. Ça peut donner des fausses désaturations. Bon, en dehors de ces situations qui restent rares, alors ok, on peut avoir parfois des problèmes de captation du signal de SAT, mais enfin, on met à l'oreille, on met au front, on trouve d'une façon... Enfin, c'est rare qu'on ait besoin de faire un gaz du sang pour avoir la SaO2 d'un malade, ça arrive, mais c'est rare. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que si on veut savoir si un patient est hypoxémique, ne faisons pas de gaz du sang. On pose un capteur de SAT et ça répond à la question. La PaO2, elle permet juste de voir si, à deux moments donnés, avec une manœuvre thérapeutique différente, ce sera plus parlant. Voilà. Bon, pour décrire l'état d'hypoxémie de notre patiente cette nuit, on avait à FiO2 variable, des saturations qui étaient variables. On n'a pas parlé de rapport P sur F. On a parlé de la saturation en fonction de la FiO2. OK. Eh bien, ça, ce sera pour le cours d'après. On va parler quand même d'un dernier truc, puisqu'on parle de physiologie, on va terminer avec ça. C'est les causes de l'hypoxémie dans l'embolie pulmonaire. Un vieux papier de Didier Payen, lorsqu'il était chef de clinique ici même, en réanimation médicale. Ils vous l'ont sorti ce papier ou non? Ah là là. Ça dépend si c'est en ventilation spontanée ou mécanique déjà. Parce qu'on va avoir une bronchoconstriction réflexe en ventilation spontanée, ce qui fait que ça va faire de l'effet shunt initialement. Et dès qu'on va ventiler le malade, on va réouvrir des zones qui sont non ventilées, on va avoir un effet espace-mort. Alors, Bon, j'aime bien, il y a plein de trucs très intéressants. Donc, une bronchoconstriction réflexe, oui, quand il y a une embolie pulmonaire, il va y avoir dans la zone embolique une bronchoconstriction réflexe qui va générer de l'effet shunt. Ça peut donner de l'hypoxémie. Très bien. La première chose qui se passe dans une embolie pulmonaire, c'est pas de l'effet shunt. Oui, parce qu'on va entraîner une zone qui va être ventilée mais non perfusée. D'accord. Donc, il y a ce phénomène de bronchoconstriction réflexe, qui n'est pas la cause prédominante de l'hypoxémie en polypulmonaire. Mais c'est une très bonne chose. D'autres causes? On peut avoir du chien de vrai si on a une HTAP, une réouverture de FOP. Excellent. Donc, quand on a une EP qui est suffisamment sévère pour augmenter les pressions, la poche-charge du ventricule droit et réouvrir un FOP qui est présent chez environ, vous avez dit 20, t'as dit un tiers. Ouais, bon, et toi, tu dis? Ouais, ça peut être entre 10 et 30%, 35%. Je lisais encore un truc hier. Bon, bref, ça c'est sur des études cadavériques. Donc, on peut réouvrir un FOP, générer du chien de vrai. Très bien. Deuxième cause d'hypoxémie dans l'embolie pulmonaire.
Une autre. PVO2. L'effet basse PVO2 dans une embolie pulmonaire grave, absolument. Vous m'avez pas dit la première cause qui est l'espacement ne va pas générer l'hypoxémie, on avait dit. Mais ça va en faire d'autres, ça va avoir d'autres conséquences. Vous êtes passé à lariboisière et vous n'ont pas fait les causes de l'hypoxémie dans l'embolie pulmonaire. Tout se perd. Hein. Alors, la première cause d'hypoxémie dans l'embolie pulmonaire, c'est quoi? Le poumon, il est hétérogène, vous le savez, et en particulier chez le patient qui a fait une embolie pulmonaire. C'est moins vous et moi qui faisons le P, du moins le P symptomatique, qu'un patient qui a un cancer, une infection, un alitement prolongé, un traumatisme, une chirurgie majeure récente, où ils vont avoir un poumon qui est un peu condensé, l'abdomen qui est comme ça parce qu'il y a eu la célio, les métastases qui font qu'il y a des zones qui ne sont pas bien ventilées. Vous allez avoir, vous savez que l'embolie pulmonaire, c'est pas un genre d'un coup, tac, il y a le PC. Souvent un phénomène de multiples emboles et c'est finalement un embole qui va faire qu'on va devenir symptomatique, un embole supplémentaire qui va faire qu'on va devenir symptomatique. Bon, parfois, il peut y avoir un énorme caillou qui part d'un coup et voilà, c'est typiquement ciment. Voilà. Là, il y a un événement causal et une conséquence immédiate, mais dans bon nombre de cas, c'est de multiples phénomènes emboliques. Et puis à un moment, il y en a un qui va faire que le pourcentage du lit vasculaire amputé devient important et il devient symptomatique, soit sur le plan hémodynamique, sur le plan respiratoire. Pour ce qui concerne les conséquences respiratoires, on a donc cet embole qui va au niveau d'une des artères pulmonaires, qui va entraîner une obstruction du flux sanguin en aval de ça, mais le débit cardiaque, imaginons qu'il ne soit pas immédiatement effondré, il va devoir se répartir dans le reste du réseau vasculaire pulmonaire. Donc on va plus perfuser d'autres zones du poumon. Et donc on va notamment, possiblement, plus perfuser des zones de poumon qui étaient hétérogènes, qui étaient chantantes. Et c'est le fait d'augmenter le débit de chinte, parce qu'on a amputé une partie du poumon de sa vascularisation qui va entraîner l'hypoxémie. On peut tout à fait avoir une embolie pulmonaire sans hypoxémie si le caillot va dans une zone qui est chantante. Si à l'inverse, le caillot va dans une zone qui est peu chantante et que la répartition du débit va aussi augmenter la proportion dans des zones qui étaient chantantes, alors on va développer l'hypoxémie. Donc ça, c'est une cause importante d'hypoxémie dans l'embolie pulmonaire. Et sinon, tu as bien dit les autres. OK? Début de shunt et l'effet basse PVO2. La réouverture le fer de vrai et la bronchoconstriction réflexe. All right? Des questions sur tout ça? Bon, je vous souhaite une bonne journée à tous et on continue la prochaine fois. C'est l'exemple que tu as donné en introduction.